Donc je m'appelle Jean-Baptiste Parmentier et donc je vais vous parler de terre rouge, c'est-à-dire cette fameuse terre rouge qui colle aux chaussures et qui salit les vêtements. Mais pour autant, cette terre rouge, pour moi, elle raconte une histoire. Cette histoire, c'est celle de mon sujet de thèse qui s'intitule « Formation du fluvio-lacustre fossile du sud de la Grande Terre de Nouvelle-Calédonie, archives paléo-environnementales et dynamique des éléments transmétalliques ». Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que le sud de la Nouvelle-Calédonie comporte la plus grande ressource d'eau douce du territoire. C'est d'ailleurs un site qui est classé Ramsar, ce qui fait que c'est une labellisation d'ordre international qui référencie justement ces réservoirs d'eau douce. Malheureusement, il se trouve que ces eaux, elles ont des fortes teneurs en métaux. Notamment, si on prend l'exemple du chrome, on constate que pour le chrome, il y a 2 fois plus de chrome dans les rivières du sud de la Nouvelle-Calédonie. Et pour le nickel, c'est légèrement pire, avec un petit peu plus de 3 fois plus. De là, déjà, on peut se demander si c'est dû à l'activité minière dans le sud de la Calédonie, mais aussi en Calédonie. Et en fait, on se rend compte, quand on étudie la géologie du Grand Sud, que c'est légèrement plus complexe que ça. En fait, déjà, la terre rouge, il n'y en a pas qu'une, il y en a 2. Celle que tout le monde connaît, qui constitue du coup les massifs, avec nos belles ressources de nickel et de cobalt. Et puis, si vous regardez donc sur la carte, mais en même temps sur les photos, vous verrez qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus planes. Et ces zones-là, ça constitue du coup le deuxième type de terre rouge, qui sont du coup la trace en fait de rivières fossiles qui ont circulé il y a des millions d'années et qui ont mobilisé donc la terre rouge qui provient des massifs pour venir combler ces fonds de vallée. Ce système sédimentaire qu'on appelle nous en tant que géologues la formation du fluvio-lacustre, c'est quelque chose d'assez unique. Déjà en Nouvelle-Calédonie, d'avoir la trace de ces rivières fossiles, mais c'est également unique dans le monde d'avoir la trace de ces rivières fossiles qui sont composées de terre rouge. Et donc, bien évidemment, étant donné que la source de ces rivières, ça va être les massifs de terre rouge qui sont chargés en nickel, en cobalt, mais également dans d'autres métaux où on retrouve le fer, le manganèse, le chrome, moi, ma problématique, ça va être de savoir si, au moment où ces sédiments vont se retrouver accumulés dans les fonds de vallée, est-ce qu'ils vont rester stockés donc, dans le fond de vallée à travers la formation du fluvio-lacustre, ou est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard des processus qui vont pouvoir impacter ces dépôts et après remobiliser les éléments métalliques, donc c'est-à-dire les métaux. Et ça pourrait se faire soit par le réseau hydrographique, c'est-à-dire les rivières actuelles qui recoupent la trace de ces rivières fossiles, ou sinon ça pourrait même venir de fluides, c'est-à-dire des mélanges soit de gaz et d'eau qui pourraient remobiliser ces métaux et qui passeraient justement à travers ces rivières fossiles. La traduction scientifique de cette problématique de thèse, c'est comment la structuration du remplissage sédimentaire et l'évolution post-dépôt conditionnent-elles la dynamique des éléments métalliques. Alors, pour répondre à ça, je vais m'intéresser à plusieurs volets, notamment il va y avoir le premier volet sur la structuration du remplissage. Globalement, ce que j'étudie, c'est juste l'arrangement spatial des dépôts. Comment se situent les dépôts, quel type de métaux ont été transportés, et puis au fur et à mesure, quelle a été un peu la vie de ces rivières. Et puis ça, je vais aller sur le terrain, je vais gratter avec mon marteau, je vais regarder à l'échelle du bassin, mais je vais aussi regarder à l'échelle du caillou au fur et à mesure. Et en plus de ça, je vais essayer de voir si ces dépôts, ils n'auraient pas été impactés par d'autres processus. Notamment, je vous parlais de circulation de fluides, notamment des circulations d'eau et ou de gaz, qui auraient pu laisser des traces dans les dépôts, mais qui en plus auraient pu remobiliser ces métaux. Et donc tout ça, je vais le faire avec une multitude d'outils, qui vont me permettre donc de déterminer la chimie, la minéralogie, mais également la structure fine des sédiments, c'est-à-dire un petit peu comment les grains s'organisent. Et donc, où est-ce que je le fais ? Dans un premier temps, je me suis attardé sur le bassin de la rivière des Pirogues. Si vous voyez ici sur cette carte, c'est le bassin qui se situe juste au sud-ouest. Et alors, si vous allez dans le sud, à un moment, vous passerez par un pont, qu'on appelle le pont Gayuser. Et en fait, si vous allez en direction du lac de Yaté, vous verrez sur votre gauche, juste après le pont, de la terre rouge. Et évidemment, cette terre rouge, celle-là, c'est pas celle des massifs qu'on connaît et qui constituent nos ressources en nickel et cobalt, mais cette terre rouge-là, c'est la trace des rivières fossiles. Ce sont les dépôts, justement. Donc, c'est des rivières qui ont fonctionné il y a des millions d'années et qui ont permis d'accumuler ces dépôts-là. Quand on essaye de regarder, du coup, au niveau de la structuration du remplissage, quel type de sédiments ont été transportés ? Bien évidemment, majoritairement, ça va être de la terre rouge, comme vous voyez ici. Mais quand on regarde un petit peu plus en détail, on voit qu'il y a des variations. Déjà, des variations dans la taille des grains. Comme vous voyez ici à gauche, il y a des éléments qui sont plus grossiers. À l'inverse, à droite, il y a des choses qui sont intermédiaires entre la terre rouge et les éléments grossiers. Mais ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est de regarder la chimie, justement, de ces dépôts. Et en fait, on constate qu'au fur et à mesure des niveaux, donc qui se sont arrangés au cours du temps,
on voit qu'il y a un apport en métaux qui a été varié. C'est-à-dire là, par exemple, vous le voyez pour la terre rouge qui est au milieu et puis les éléments grossiers à gauche, on a principalement du fer et de l'aluminium, accompagnés du silicium, mais qui sont quand même assez conséquents par rapport à ce qu'on peut voir tout là-bas à droite, où il y a beaucoup moins de métaux. Et donc là maintenant, on sait que, grâce à ça, qu'au fur et à mesure du temps, les rivières ont fonctionné de manière différente. C'est-à-dire qu'elles ont apporté des métaux en quantité variée. Et là maintenant, je vais essayer de déterminer est-ce que ces dépôts-là, ils n'auraient pas potentiellement été affectés par d'autres choses. Et donc pour ça, je vais regarder du coup dans le remplissage sédimentaire s'il n'y a pas des structures particulières. Des choses, comme vous pouvez le voir ici, qui pour nous en tant que géologues nous font dire que ce ne sont pas liés au dépôt. Les rivières, quand elles fonctionnent, elles ne peuvent pas créer ce type de structure-là. Et donc, on va s'intéresser un petit peu plus à ces structures. Quand on regarde déjà où est-ce qu'elles sont placées, on constate qu'elles sont arrangées à différents niveaux. C'est-à-dire que ces structures sont venues, pas normalement pendant le fonctionnement des rivières, mais un petit peu après. Et donc, ces structures-là, quand on regarde dans le détail, on voit qu'il y a quand même des morphologies qui se ressemblent. C'est-à-dire, comme vous pouvez voir en haut, il y a des laminations pseudo-concentriques, donc des choses un petit peu en demi-arc de cercle. Et puis en dessous, il y a d'autres laminations qui n'ont pas réellement de structure particulière. Et donc de là, déjà, on a essayé de savoir quelle était l'origine de ces structures. Pour ça, il fallait le comparer à la littérature. Et en fait, dans la littérature, on constate que ces structures-là ont déjà été identifiées, non pas en Calédonie, mais dans d'autres systèmes sédimentaires, donc dans la trace d'autres dépôts. Et ces structures, elles ont été identifiées comme étant des Soft Sediment Deformation Structures. Alors, ce nom barbare, en fait, il désigne juste la déformation meuble des sédiments. Souvent, en plus de ça, la déformation meuble de ces sédiments, elle est généralement accompagnée par des circulations de fluides, donc des circulations d'eau. Et alors, spécialement, comment ça se forme? En fait, au moment où les rivières fonctionnent, on a un apport donc, en sable, qui ne sont pas encore très bien tassés, et puis dans ces sables, on retrouve majoritairement beaucoup d'eau. Et puis au fur et à mesure, on va avoir davantage de sable qui vont venir et qui vont permettre de compacter justement ces dépôts, de resserrer l'espace entre les grains et en même temps de mettre les eaux qui étaient à l'intérieur de ces dépôts sous pression. Mais à un moment, quand la pression était trop forte, il a fallu d'un petit rien, juste des dépôts en plus ou le passage d'une onde sismique, une faible pente, un petit rien qui a permis justement de remobiliser ces eaux qui étaient stockées dans les sables. Et en étant remobilisées, ces eaux, elles ont recoupé déjà nos dépôts de rivières fossiles, mais en plus de ça, elles ont laissé la trace, cette trace particulière comme vous avez pu voir sur les figures que je viens de vous présenter juste avant. Et donc, tout ça, ça ne nous en dit pas grand-chose sur les métaux. Qu'en est-il? On sait déjà qu'au moment où les rivières ont fonctionné, il y a eu des variations, mais là, qu'en est-il de l'impact de la circulation de ces eaux sur les métaux? Et pour ça, on va regarder à l'intérieur des structures. Ce que je vous présente là, ici, sur la gauche, c'est ce qu'on appelle, nous, une cloison verticale. Donc c'est un objet qui est plus dur que les sédiments qu'il y a autour, et en plus qui est verticalisé. Et quand on regarde à l'intérieur, justement, de ces structures, alors on voit déjà aussi plein de morphologies particulières, ça reste encore à étudier, mais le plus important ici, ça va être ce que vous voyez dans le petit trou. Dans le petit trou, on voit des petits filaments noirs, qui sont déjà très jolis, mais quand en plus on les passe au microscope, on ne comprend pas beaucoup ce que c'est. À vrai dire, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas quelle est l'origine de ces choses-là. Est-ce que c'est biologique, est-ce que c'est chimique ou quoi que ce soit? Mais par contre, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'à l'intérieur, il y a une partie qui est composée de fer. Ça, ok, comme la terre rouge. Et le plus important, ça va être quand même l'extérieur. L'extérieur, lui, il est composé de manganèse, qui est associé à des bonnes teneurs en nickel et en cobalt, qui sont d'ailleurs les métaux qu'on retrouve à l'heure actuelle dans nos rivières. Et donc, avec ces structures, on sait maintenant qu'on a une remobilisation des métaux. On ne sait pas quand exactement, quel est le processus ou même l'origine des eaux qui ont permis de remobiliser ces métaux, mais on sait que les métaux bougent au sein de cette formation sédimentaire. Pour conclure, je dirais que la terre rouge, ça salit, mais pas que. C'est-à-dire qu'au moment où les rivières fossiles ont fonctionné, on a quand même un apport en métaux qui a varié. En plus, comme on a vu, de la taille des grains qui varie. En plus de ça, ces dépôts, ils sont restés dans les fonds de vallée, mais ils ont été impactés par des processus. Notamment, comme on a pu voir, des formations meubles qui arrivaient sûrement juste après le dépôt des rivières fossiles, mais également des circulations d'eau qui, elles, ont permis potentiellement de remobiliser des métaux. Et donc, étudier les rivières fossiles dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, déjà, ça permet de préciser l'histoire géologique de la Calédonie, comment et pourquoi ces rivières ont fonctionné, comment elles ont fonctionné, quels sont le processus, le mécanisme.
Et en plus de ça, on va pouvoir potentiellement augmenter les ressources du territoire. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des zones d'enrichissement dans ces métaux que je viens de vous présenter qui n'ont pas encore été trouvés, et donc ça va être mon travail de les trouver. Mais là, à l'heure actuelle, le plus important, je dirais, ça serait quand même de pouvoir expliquer pourquoi on retrouve ces fortes teneurs en métaux dans ces eaux douces du Sud, qui sont pourtant la plus grande ressource d'eau douce du territoire. Je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Baptiste pour cette présentation. On sent un engagement là, dans les travaux. J'aime les cailloux. Oui, voilà. Et donc, je vais demander au jury s'il a quelques questions, et à la salle, pour Jean-Baptiste. Oui, Yves. Merci pour ta présentation, bien illustrée. J'avais une question au début de ton propos. Tu parlais de mobilisation des fluides en parlant de l'eau et du gaz. Oui. Alors l'eau, je visualise bien. Le gaz, quels pourraient être les fluides gazeux qui ont été... Déjà, on sait que potentiellement ici on a de l'hydrogène. Donc ça c'est quelque chose quand même, on a des dégagements d'hydrogène, on en a identifié d'ailleurs dans le sud. Donc quand je dis gaz, je peux parler de ça. Mais quand on parle de mobilité des métaux avec les gaz, en fait, pas du tout dans le sud, mais je parle de manière générale, je sais que dans la littérature, si on prend le CO2 et qu'on le comprime énormément, on va arriver à ce stade de CO2 supercritique. Et on sait que le CO2 supercritique, lui, va pouvoir mobiliser des métaux lourds. Donc on sait que les gaz, dans certaines conditions, ils peuvent potentiellement mobiliser des métaux. Vous dire là maintenant, est-ce que l'hydrogène qu'on a ici en Calédonie, il remobilise des métaux? Je ne veux pas m'avancer en vous disant oui, mais pour autant on a vu quand même qu'il y a des petites minéralogies qui sont assez particulières et qui ont été identifiées sur des grandes fractures, des grandes structures qu'on retrouve dans le sud. Et donc potentiellement il y a peut-être un lien justement entre circulation de gaz et remobilisation des métaux. Merci pour cet exposé, c'était intéressant. Merci. Je n'ai pas trop compris, mais ce qui m'a intrigué vraiment, c'est la dernière structure donc biologique, chimique, avec un cordon en fer, ce que j'ai compris. Mais c'est fréquent, c'est abondant, parce qu'on parle de remobilisation, mais à quel niveau il faut cette structure? C'était dans une petite crevasse, mais est-ce qu'elle est partout ou... Justement, alors, j'ai pas eu l'occasion d'approfondir un petit peu plus que ça, mais ces structures, je sais qu'on les retrouve partout. En fait, on les retrouve partout dans mes dépôts de rivières fossiles. À la base, alors, ces structures particulières, c'est déjà quelque chose quand même, on ne sait pas trop ce que c'est. Par contre, on en sait un petit peu plus sur ce qu'il y a autour, les oxydes de manganèse. Les oxydes de manganèse, ils sont décrits, donc on les retrouve dans les premiers massifs de terre rouge. Vous savez, en fait, la terre rouge, à la base, c'est une roche qui est saine et qui, au fur et à mesure du temps, elle pourrit. Et du coup, au fur et à mesure, il y aura une concentration de ces métaux. Et il y a différentes horizons qui sont décrites justement donc, dans le pourrissement de cette roche, et on va retrouver à certains niveaux, donc pour ceux qui connaissent dans les latérites de transition, on va retrouver des oxydes de manganèse. Et donc ces oxydes de manganèse, dans la littérature, ils sont reliés au battement de nappe phréatique, donc aux circulations déjà des eaux. Mais ces oxydes de manganèse, ils ont été observés, mais pas avec ce type de structure-là. Là, on sait que les éléments donc, de terre rouge ont été remobilisés et que potentiellement, il y a aussi une activité peut-être biologique. Ça pourrait être des champignons, ça pourrait être des bactéries. Je ne vous cache pas que je l'ai montré à pas mal de spécialistes, de biologistes de manière générale, et sur la dizaine d'avis que j'ai demandé, j'ai obtenu à peu près 10 réponses différentes. Donc on m'a dit c'est assez complexe et ça mérite presque une deuxième thèse là-dessus. Mais en tout cas, je suis, comme vous, je suis assez surpris d'avoir observé ça. Ok, merci. Bien, donc Fabien, après, si quelqu'un... Une question dans le public aussi? Bon, ma question a été un peu volée, je trouve, c'était également sur ces structures de filaments que je trouve c'est vraiment très intéressante. Donc, je vais te poser la question des tailles. En fait, je vois que ça doit être autour de 30 micromètres, c'est ça? C'est à peu près ça, oui. Donc l'idée peut-être au niveau racinaire, des racines très très fines, je ne sais pas quelle taille on peut faire au minimum. On m'a plus suggéré des champignons, et c'est vrai que des ça. champignons... Après, il y a quelque chose d'autre quand même, et c'est pour ça que j'ai ma directrice de thèse qui est chimiste environnementale, c'est-à-dire qu'il y a parfois des conditions du milieu, dans la littérature ça a été décrit, dans des expériences en laboratoire, comme quoi justement certaines conditions pourraient permettre de précipiter ces structures, c'est-à-dire un filament, une boule, un filament.
Et c'est juste que, morphologiquement parlant, ça y ressemble pas beaucoup. C'est vrai que ça ressemble plus sûrement à des champignons, à du mycélium. Mais pour l'instant, j'en sais pas plus que ça. J'ai encore du mal à trancher entre biologique ou pas. Du coup, j'ai une petite question. Je suis vraiment néophyte dans le domaine. Tu veux voir, donc il y a des fortes charges au niveau de ces os en chrome et en nickel. Oui. Et comment tu vas distinguer en fait le fait que ça puisse venir de ces systèmes qui ont accumulé des grandes quantités au cours du temps et qui relâchent peut-être encore des éléments, ou en fait un apport perpétuel et permanent que tu peux avoir par le système environnant? Alors, il se trouve que le double intérêt, alors ces structures sont très jolies, mais je reviens encore dessus parce que justement ça peut répondre à votre question. C'est-à-dire que justement ces encroûtements d'oxyde de manganèse, quand ils sont en contact avec d'autres minéraux qu'on appelle des chromites et qui sont composés de chrome et de fer, et justement ça va pouvoir permettre entre guillemets d'altérer ces chromites et de libérer le chrome 6 dans l'environnement. Donc d'avoir ces structures-là, c'est joli, mais de les avoir un peu partout, en plus il y a beaucoup de chromites. Les chromites, c'est quelque chose qui résiste beaucoup à l'altération. Et donc moi, mes dépôts de rivières fossiles, il y a énormément de chromites dedans. Donc potentiellement, ça pourrait être ces structures qui sont en contact justement des chromites. Ça pourrait être aussi d'autres choses. Mais... voilà. Impulséo, Mallory, question. Merci pour la présentation. Alors là, moi aussi je suis néophyte dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a un moyen de dater ces structures parce est-ce qu'on est sûr qu'elles ne sont pas arrivées après ces rivières? Enfin, je ne sais pas. Mais... Alors, déjà, donc, il y a absolument, comme vous dites, il y a des datations possibles. Il y a des datations sur les oxydes de manganèse. Sur les structures en elles-mêmes, non, mais on peut dater les oxydes de manganèse. Après, par contre, ce qu'on sait, c'est que, comme je vous le montrais ici, en fait, ce type d'objets, on sait qu'ils ne sont pas liés au dépôt. L'âge de cette formation sédimentaire, ça s'évalue en millions d'années. On sait non plus que ce n'est pas 300 ou 100 millions d'années. On sait que c'est à peu près... les premières datations que la personne qui avait fait sa thèse dessus avant moi avait obtenu des âges entre 0 et 25 millions d'années. Là, à l'heure actuelle, avec mon encadrant, on est en train d'essayer, enfin, lui plutôt est en train d'essayer de dater et de préciser un petit peu cet âge. Et donc, on sait que ça tourne plutôt autour des 5 millions d'années. Enfin, plus ou moins quelques millions d'années. Et donc, ces structures-là, les dater pour l'instant, ça va pas être possible, mais par des moyens un peu indirects, entre guillemets, on va pouvoir peut-être réussir à savoir de quand elles datent. Puis si c'est biologique, on pourrait peut-être le montrer à des biologistes, savoir à quoi ça correspond. Donc voilà. Bien, donc, Pasteur, oui. Question, on a le temps. Merci pour le discours. Merci. C'est une question très rapide et très simple. Vous avez fait les analyses sur un spot dans le sud, au niveau de la rivière des Pirogues, c'est ça? Alors, sur plusieurs endroits du bassin de la rivière des Pirogues, même là j'ai plusieurs coupes justement. Je vous en montre qu'une parce qu'il n'y a que 10 minutes, mais je l'ai fait quand même à plusieurs endroits. Et est-ce qu'il est prévu de faire sur d'autres spots du sud pour pouvoir comparer en fait si les résultats que vous obtenez au niveau de ces spots-là sont reproductibles ou on retrouve le même phénomène ailleurs? Alors, c'est une très bonne question et à vrai dire, j'aimerais beaucoup. Le truc, c'est que, en fait, si je me suis attardé justement sur le bassin de la rivière des Pirogues, c'est parce que cette partie-là, donc de la formation fluvio-lacustre, c'est la plus incisée à l'heure actuelle par les rivières. C'est-à-dire que d'habitude, si je remonte sur les premières photos, vous pouvez peut-être voir donc, les paysages dans le fond. Hop, je reviens un peu en arrière. Voilà. Donc, comme vous voyez... Alors, non, je vais revenir plutôt ici. Ça va être plus sympa. Ici, donc, vous avez deux exemples, justement, donc deux différents bassins. Là-bas, vous avez le Cric Pernod. Bon, le nom s'est un peu échappé. Mais donc, vous voyez que, par exemple, sur le Cric Pernod, c'est tout plat. C'est tabulaire. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, en fait, les rivières, elles circulent au-dessus. Que là, à l'inverse, dans le bassin de la rivière des Pirogues, en fait, les rivières, elles incisent. Et ce qui fait que nous, on peut observer justement le remplissage. Donc j'aimerais bien aussi aller voir, faire une comparaison justement avec ces autres sous-bassins de la formation du fluvio-lacustre. Le truc, c'est que pour ça, il faut plus de moyens, notamment déjà du sondage. Et tout ça, ça coûte malheureusement cher et potentiellement, on verra pour la suite. Mais j'aimerais bien aussi aller voir un petit peu ailleurs qu'est-ce qui se passe.